Pour traiter de la thématique aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers Karine Guillot, qui est fondatrice et dirigeante de Formalis. C'est une société de services nantaise qui est spécialisée dans le conseil en formation professionnelle. Elle sera aujourd'hui donc notre experte et animatrice. On débutera la conférence avec une présentation qui reviendra sur qu'est-ce que la certification Calliope dans les grandes lignes, pourquoi on doit entamer cette démarche ou pas, par où commencer, quels sont les délais, les coûts, comment optimiser sa préparation ou encore qui contacter, quelles informations je peux trouver et où. On fera aussi un petit point, un focus rapide sur les ressources disponibles au niveau de la région centre pour vous appuyer, tout ce qu'on peut vous mettre à disposition pour vous appuyer dans votre certification. Ensuite, on fera témoigner 2 organismes de formation certifiés pour qu'ils puissent vous apporter des éléments complémentaires selon vos situations. On aura donc Cyril Bruno, dirigeant de 360 formations, ainsi que Frédéric Joly-Baucher, dirigeant de cabinet Idéo Expert. Toutes ces interventions seront ponctuées comme d'habitude par vos questions, remarques ou témoignages. N'hésitez pas à nous faire passer vos messages via le chat. Si le chat vous dérange, parce que c'est des remarques qu'on a régulièrement, vous pouvez tout simplement le couper de manière personnelle via la petite bulle qui est en haut de votre fenêtre. Voilà, je voulais aussi vous remercier tous pour votre participation au questionnaire préalable qui nous a permis d'ajuster l'ensemble des éléments que nous vous présentons aujourd'hui. Et puis, si vous aviez posé des questions par le biais de ce questionnaire, sachez que nous les avons pris en compte et on posera des questions de manière régulière tout au long de la conférence et lors des temps d'échange. Je vais laisser maintenant la parole à Karine Guillot. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi pour ces petits soucis techniques. Donc, je suis ravie d'animer, à vrai dire, cette conférence sur Calliope. Et donc, on l'a préparée donc, avec l'équipe du JUGIP pour que vous ayez voilà, des réponses très concrètes, à vrai dire, par rapport à votre différentes situations. Voilà. Donc, Anne-Laure, vous avez diffusé un questionnaire préalable à cette conférence et vous voyez là donc quelques indicateurs que nous avons sélectionnés de ce questionnaire. Donc, je crois que vous êtes plus de 200 à être inscrits. Donc, merci à la 60aine de participants qui ont répondu donc au questionnaire. Et vous voyez que par rapport aux répondants, voilà, il y a donc 55% des participants d'aujourd'hui qui sont déjà engagés dans une démarche Calliope. Ensuite, 90% sont des organismes de formation qui dispensent donc des formations de courte durée dans le cadre de la formation continue. Hein. Et vous êtes 73% à utiliser donc des fonds publics et des fonds mutualisés. Donc, ces indicateurs sont très importants parce que vous allez comprendre hein, qu'il y a des enjeux très très forts pour les organismes de formation qui sont sur des marchés publics voilà, où il y a des fonds publics et des fonds mutualisés. Voilà. Et donc, on voit aussi que voilà, la moitié, à vrai dire, des répondants ont déjà démarré une démarche Calliope, hein, donc sans avoir un discours d'assureur. Hein. C'est la démarche Calliope, c'est maintenant, et puis ça, je reprends, à vrai dire, l'intitulé de la conférence, hein, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir, à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, l'objet de la conférence va vous permettre d'avoir des éléments concrets pour pouvoir effectivement avancer dans votre réflexion et ne pas trop tarder, hein, puisqu'il y a une échéance voilà, qui est le 1er janvier 2022, hein, où l'obligation voilà, de Calliope va s'imposer aux organismes de formation qui sont sur le marché voilà, sur des fonds publics et des fonds mutualisés. Calliope, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord donc une certification de processus. Et poser le cadre, pourquoi? Parce que il faut donner du sens, à vrai dire, à cette démarche, comment dire, de certification qualité. Pourquoi le législateur a mis en place cette exigence de certification qualité? C'est pour 3 éléments majeurs. Déjà, une volonté du législateur d'harmoniser la qualité de l'offre de formation hein, au niveau national.
Deuxième élément majeur, c'est d'encourager l'amélioration des pratiques et puis notamment voilà, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, l'accessibilité aux formations pour les personnes qui sont en situation de handicap et puis aussi l'amélioration des pratiques sur comment dire, les organismes de formation qui proposent une offre digitalisée, hein, sachant que voilà, vous le savez bien, les organismes de formation sont allés un petit peu avec le contexte de Covid en marche forcée sur la digitalisation de l'offre. Donc du coup, à vrai dire, cette exigence de Calliope qui encourage l'amélioration des pratiques est complètement à propos par rapport au contexte actuel de crise sanitaire. Et troisième élément majeur qu'a voulu souligner le législateur en imposant, à vrai dire, cette certification Calliope, c'est qu'il y ait au niveau national une plus grande lisibilité de l'offre de formation. À la fois pour comment dire les bénéficiaires de la formation, les stagiaires, et à la fois aussi pour les entreprises clientes des organismes de formation. Donc c'est important, à vrai dire, de poser le pourquoi pour donner du sens à cette obligation. Maintenant, faisons un point sur les spécificités ou encore la carte d'identité, je dirais, de cette certification unique qui est Calliope. Cette certification unique se repose sur un référentiel national composé donc de 7 critères et de 32 indicateurs, hein, pour les 32 indicateurs concernant notamment les organismes de formation qui font de l'apprentissage. Voilà. Cette certification, vous l'avez compris, on l'a dit à plusieurs reprises, là en introduction et je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est une certification obligatoire pour les organismes de formation qui sont sur des marchés liés à des fonds mutualisés ou encore à des fonds publics en formation professionnelle. Donc elle s'impose de fait si vous êtes positionné sur ce type de marché, voilà. Autre spécificité de cette certification unique, c'est que cette certification est donc est contrôlée par des certificateurs qui sont eux-mêmes contrôlés par le COFRAC, Comité français d'accréditation, ou encore voilà, des instances de labellisation reconnues par France Compétences. On reviendra, à vrai dire, sur cette notion de certificateur et instance de labellisation tout à l'heure. Hein. Et la spécificité, dernière spécificité de la certification unique Calliope, c'est qu'elle concerne à la fois donc, les organismes de formation qui font donc de la formation continue, les organismes de formation qui font aussi du bilan de compétences, qui dispensent aussi de la VAE et qui font de l'apprentissage. Voilà les spécificités voilà, de la certification Calliope. Autre élément important, c'est ces fameux indicateurs. Alors, l'objet de la conférence n'est pas de faire une description indicateur par indicateur. Voilà, on est plus sur, comment dire, à vous recommander une démarche et à souligner des points de vigilance pendant cette conférence sur le timing pour mettre en place cette démarche. Donc, les indicateurs, moi je ne ferai pas donc le descriptif, mais déjà, voilà, ce tableau vous souligne, à vrai dire, la spécificité des indicateurs Calliope. Vous voyez qu'il y a dans ce tableau, il y a un tronc commun donc de 22 indicateurs hein, qui concernent la spécificité, à vrai dire, de l'activité sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc 22 indicateurs qui concernent donc le bilan de compétences. 22 plus 2 indicateurs spécifiques qui concernent les actions de la VAE. Hein. Et ensuite, voilà, 22 indicateurs plus 6 qui concernent, comment dire, les organismes de formation qui font de la formation continue. Voilà. Si vous faites de la formation en situation de travail, à FEST, il y a 2 indicateurs spécifiques liés à la FEST. Voilà. 4 indicateurs spécifiques liés aux formations certifiantes, si vous délivrez des formations certifiantes ou si vous avez des partenariats avec des certificateurs pour une offre certifiante. Et si vous faites effectivement de la formation, comment dire, où on peut mettre en place des contrats de professionnalisation ou le dispositif PROA, vous avez 6 indicateurs spécifiques. Voilà. Et bien sûr, comme j'évoquais tout à l'heure, pour les organismes de formation qui ont donc une section d'apprentissage, voilà, ils ont
32 indicateurs auxquels ils doivent répondre, 22 plus 10. Hein. La spécificité du référentiel Calliope, c'est aussi, cette notion de transversalité qu'on retrouve, cette thématique sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, hein, et qui concerne tout le monde, tout organisme de formation. Hein. Donc à partir du moment que c'est, inscrit dans le référentiel, tous les organismes de formation doivent y répondre. Hein, en fonction, bien sûr, de leur activité, de leur mode de fonctionnement, mais à partir du moment que c'est inscrit dans le référentiel, vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, de répondre à l'auditeur, on le verra tout à l'heure, hein, non, je n'accueille pas des personnes en situation de handicap, donc je n'y réponds pas. Non, à partir du moment que c'est inscrit dans le référentiel, et quelle que soit la notion inscrite dans le référentiel, là je pointe l'accessibilité des personnes en situation de handicap, mais ça peut être d'autres notions. À partir du moment que c'est inscrit, l'organisme de formation doit effectivement y répondre. Donc voilà pour les indicateurs. Voyons ensemble la cartographie des différents indicateurs par rapport au processus formation d'un organisme de formation. Cette image représente, à vrai dire, les différents process classiques d'un organisme de formation. Et donc, comme vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais que Calliope, c'était une certification de processus. Et bien voilà, le référentiel se repose sur les différents process classiques d'un organisme de formation, notamment la communication, vous voyez, comment vous communiquez sur l'offre de formation. Et là, c'est le sujet qui est traité par le critère 1 du référentiel. Le process conception, comment je conçois mon offre de formation. Ça, c'est le critère 2 du référentiel. Ensuite, comment je réalise mon action de formation, c'est le critère 3. Le critère 7 porte sur l'évaluation des actions de formation. Hein. Toujours dans cette logique, nous sommes dans une démarche qualité avec Calliope, donc toujours dans cette logique, la satisfaction client. Et en transversal, vous avez des indicateurs qui porte sur comment je gère les ressources humaines pour mettre en place mon action de formation, comment je gère mes ressources matérielles pour mettre en place mon action de formation. C'est le critère 3, 4 et 5 qui sont plus transversaux par rapport à votre activité. Et deux critères qui restent transversaux aussi sur le pilotage et l'amélioration de votre système qualité, que sont les critères 6 et 7. Donc voilà, cartographier, à vrai dire, le référentiel avec les différents critères. Et donc vous voyez, somme toute, cela correspond à comment fonctionne un organisme de formation. Petit parallèle par rapport à Datadoc, que vous connaissez bien, qui était un premier niveau de référencement qualité avant Calliope. Votre déclaration Datadoc, on la retrouve globalement à 80% dans le référentiel Calliope, puisque Datadoc traitait de la communication de l'offre, comment vous concevez votre offre, comment vous la réalisez et comment vous l'évaluez. Donc la spécificité de Calliope, c'est plus sur le pilotage et l'amélioration du système, où là on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, d'une démarche qualité, qu'on ne retrouvait pas ou très peu dans la déclaration Datadoc. Donc voilà les différents indicateurs et les process formation liés à votre organisme de formation et liés au référentiel national de certification qualité. Voyons maintenant ensemble le cycle de certification. Calliope, encore une fois, c'est une démarche qualité avec un cycle de certification. Il se compose de la façon suivante, un cycle qui a une durée de vie finalement de 3 ans. Un audit initial qui va avoir lieu donc en 2021, où là, effectivement, en fonction, vous l'aurez compris, de la spécificité des actions que vous menez, vous aurez à répondre à différents critères lors de l'audit,
Alors, un audit qui se fait donc en présentiel, avec un auditeur qui vient dans votre organisme de formation. Hein. Un audit de surveillance 18 mois plus tard. Hein, donc, où là, l'auditeur va revenir sur, comment dire, un échantillon de dossiers et va revenir sur un certain nombre d'indicateurs. Hein, et à la date d'anniversaire à 3 ans, à plus 3 ans, vous avez un audit de renouvellement de votre certification qui va rechecker l'intégralité, à vrai dire, du référentiel. Voilà le cycle de certification. La spécificité de Calliope, c'est que la durée de chacun des audits, audit initial, audit de surveillance, l'audit de renouvellement, est calibrée en fonction de votre chiffre d'affaires formation. Hein. Donc, c'est calibré en fonction de ce que vous déclarez au titre de votre bilan pédagogique et financier chaque année auprès de la directe. Hein. Obligation de l'organisme de formation de transmettre son BPF, bilan pédagogique financier. Hein. Donc, en fonction de ce que vous déclarez, les durées d'audit vont être calibrées et en fonction, à vrai dire, de fourchettes de chiffre d'affaires, moins de 150 000. Voilà, une fourchette entre 150 000 jusqu'à 750 000 et la troisième fourchette entre 750 000 et plus en termes de chiffre d'affaires formation. Hein. Et puis, donc, cette durée d'audit est aussi calibrée au-delà du chiffre d'affaires en fonction de votre spécificité d'activité. Hein. Si vous avez effectivement, vous ne faites que de la formation continue, et du coup, en fonction de votre chiffre d'affaires, il y aura un audit initial environ d'une journée sur cette activité-là. Si vous faites formation continue plus du bilan de compétences, du coup, votre durée d'audit va augmenter avec effectivement cette activité supplémentaire qui est le bilan de compétences, par exemple, 0,5 jours supplémentaires d'audit puisque vous avez une activité supplémentaire au-delà de votre activité formation continue. Voilà. Donc voilà pour le cycle de certification, le calibrage, des durées d'audit. Voilà. Et donc là, on arrive à notre première partie de questions. Il y avait une question là par rapport à la dernière slide. J'ai cru comprendre que l'audit initial pouvait se faire à distance. Est-ce que c'est le cas ? Oui, complètement. Oui, je ne l'ai pas précisé, je suis partie sur l'audit en présentiel, hein, qui est plutôt, on va dire, une réalisation un peu classique. Ce qui a été, accepté par la DGEFP, en 2020, c'est que l'audit initial peut se faire au vu du contexte, contexte Covid, à distance. Hein. Donc ça, le certificateur peut vous proposer un audit initial donc à distance. Mais ça veut dire que si vous avez un audit initial donc à distance, l'audit de surveillance se fera en présentiel. Voyez ? Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir, votre premier audit quand même, parce que c'est un peu nouveau quand même sur la façon de faire. Hein, Calliope, c'est d'avoir un premier audit en présentiel. Hein. Comme ça, vous voyez comment ça se déroule. Et puis ensuite, l'audit, de surveillance pourra se faire à distance. Mais effectivement, les deux existent. Alors, on a une question désormais, mais qui va revenir sur les personnes qui travaillent à leur domicile. Alors, comment ça se passe dans ce cas-là ? Un audit peut-il qui n'ont pas de locaux en propre ? Oui, ça doit être ça, effectivement. Hein. C'est comme ça que je comprends la question. C'est-à-dire, je travaille tout à fait. À mon compte à domicile, je n'ai pas de locaux en propre, donc comment j'accueille l'auditeur, hein ? Exactement. Ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, chez vous, où vous pouvez très bien, alors si ça vous dérange effectivement d'accueillir peut-être en entreprise, l'auditeur, parce que théoriquement l'audit se fait, à l'adresse juridique qui est sur votre cabis, d'accord ? Donc, ce qui est possible de faire, si ça vous dérange, de recevoir un auditeur chez vous, dans ce cas-là, vous pouvez très bien louer un bureau, voilà, ou vous faire héberger chez un confrère et de préciser à l'auditeur, écoutez, moi je travaille chez moi, mais un confrère m'a prêté une salle pour faire l'audit et vous pouvez très bien préciser cette adresse-là, à l'auditeur. Mais ça, il faut le préciser en amont pour que l'auditeur, il ne vienne pas, bien sûr, toper à votre porte, vous ne serez pas là, perdre du temps pour le jour de l'audit. Mais c'est complètement faisable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Karine, sur ce même sujet, on a une question sur le local qui va être audité finalement. Ça va être le siège qui traite uniquement la partie administrative ou alors le centre qui va plutôt gérer l'activité commerciale, l'accueil et la formation des stagiaires, hein, quand les lieux sont différents. Ouais, donc du coup, quand on a affaire à un organisme de formation qui a des différentes antennes, hein, donc, ce qu'il faut regarder, c'est comment vous êtes organisé. L'audit, principalement, se fait donc souvent au siège social et là où se trouve, centralisée l'activité administrative et financière de la gestion de la formation. D'accord ? Donc, voilà, c'est en fonction de l'organisation des différents organismes de formation. Soit c'est une organisation centralisée au siège sur cette thématique-là. Soit vous avez, plusieurs antennes, où là, il y a effectivement dans les antennes, une autonomie finalement sur la partie gestion administrative et financière. Donc, dans ce cas-là, ça sera autant de sites à aller auditer pour l'auditeur. Hein. Et donc, du coup, ça rallonge, à vrai dire, votre durée globale d'audit. Alors, donc, pour le lieu où se déroule, on était sur le lieu où se déroule l'audit. Oui. Une précision a été apportée dans le chat indiquant que ça se faisait là où exercent les salariés permanents de l'organisme de formation. Oui, c'est pour ça, j'étais sur la notion de gestion centralisée de la formation. C'est là où effectivement il peut y avoir des permanents qui vont traiter l'intégralité de la gestion administrative et financière des actions de formation. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire dans votre organisation, qui va, d'où partent les convocations, les conventions, puisque l'audit repose, et l'auditeur va vous demander un échantillon de dossier, d'accord ? Donc l'audit va reposer, à vrai dire, sur ces échantillons de dossier. Donc il faut avoir un certain nombre d'éléments à montrer, lors de l'audit. Donc voilà, c'est là où se trouve effectivement la gestion administrative et financière de la formation, de votre organisme de formation. Mon organisme est certifié, seulement j'ai des évolutions, je vais intégrer un CFA ou une nouvelle formation, mais je suis déjà certifiée, du coup, comment ça se passe ? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que le fait d'être certifié, c'est une première étape. Après, ce qu'a prévu le législateur, c'est que votre certification puisse évoluer en fonction de l'évolution de votre activité formation. Vous ouvrez en 2021 une section d'apprentissage, il va falloir préparer, à vrai dire, les indicateurs liés à l'apprentissage, en informer le certificateur et du coup en audit de surveillance, l'auditeur il va rajouter ces nouveaux indicateurs spécifiques liés à l'évolution de votre activité. D'accord ? Donc finalement c'est une certification qui suit l'activité de l'organisme de formation. Hein. Donc pas de souci par rapport à ça. Il faut juste préparer les indicateurs nouveaux, hein, alerter le certificateur. Et faire signe au certificateur pour qu'il vienne, faire votre audit de surveillance avec ces nouveaux indicateurs liés à l'évolution de votre activité. Est-ce qu'un auto-entrepreneur peut être certifié Calliope et comment ça se passe ? Alors, et aussi, je veux juste rajouter, parce que ça a été d'autres questions aussi, est-ce qu'une fois qu'on a la certification, est-ce qu'au bout de 3 ans, on doit repayer la totalité de la prestation, les audits, la certification ? Alors là, de suite, je vais répondre effectivement. Je présentais le cycle de la certification qui dure 3 ans. Mais au bout de 3 ans, on repart sur un nouveau cycle. On est dans une démarche, qualité. Hein. Donc, effectivement, il ne faut pas s'imaginer qu'au bout de 3 ans, j'arrête là. Si vous arrêtez votre démarche de certification, au bout de 3 ans, vous ne serez plus référencé organisme de formation avec une certification Calliope. Et là, du coup, problème sur l'accès en termes de financement, au financement. Donc finalement c'est 3 ans et après je poursuis. Faut l'imaginer à vrai dire comme un investissement et une provision que vous allez faire sur les années à venir. Maintenant quand vous êtes engagé dans cette démarche-là, hein, c'est pas one shot. Hein. Calliope c'est un cycle de certification
voilà, soumis à différents audits, vous l'avez compris, et puis que je vais poursuivre pour la suite. Sauf à ce que votre activité, vous n'êtes plus positionné sur un marché avec des fonds publics ou des fonds mutualisés, et dans ce cas-là, il y aurait moins de sens d'aller sur Calliope. Auto-entrepreneur, c'est un statut. Donc, c'est pas, la question, elle est plus sur, j'ai le statut d'auto-entrepreneur, est-ce que Calliope s'impose à moi? Hein, bien sûr que, si vous êtes, et on va en parler si vous êtes sur une activité formation où il y a un intermédiaire financier, voilà, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes organisme de formation, c'est ça aussi qu'il faut. Eh bien oui, Calliope s'impose à vous. Voilà. C'est pas tant lié finalement à votre statut d'auto-entrepreneuriat. C'est surtout lié au fait que vous soyez organisme de formation et lié effectivement sur le marché sur lequel vous êtes en tant qu'organisme de formation. Est-ce que vous travaillez avec des financeurs type OPCO, la région qui nous invite aujourd'hui? Et ben dans ce cas-là, quel que soit votre statut, finalement, Calliope va s'imposer. Mais je reviendrai plus longuement là-dessus tout à l'heure dans la partie 2, par rapport au marché de la formation. Je suis une auto-école labellisée avec le label qualité. Est-ce que je peux me servir de ces éléments du label qualité dont je dispose actuellement? Je suis une auto-école. Et je suis déjà labellisée avec un label qualité. Est-ce que je peux me servir de ces éléments pour obtenir... Alors, je me fais le porte-voix. Je ne sais pas si pour obtenir la certification. Je comprends comme ça, c'est-à-dire... alors là, on va revenir un petit peu sur du détail, c'est-à-dire dans la liste CNEFOP. Alors, sans rentrer trop dans le détail non plus, pour ne pas perdre tout le monde, c'est avant, Calliope, il y avait cette fameuse liste CNEFOP que les partenaires sociaux avaient mis en place et qui répertoriait des labels ou des certifications qualité sur le champ de la formation professionnelle. Et il y en avait un notamment sur les auto-écoles. Alors, c'est ça, j'ai besoin de plus de précision, mais moi je comprends que finalement, cette auto-école avait ce fameux, label CNEFOP, donc qui est cette certification spécifique aux auto-écoles qui était dans la liste CNEFOP. Et du coup, sa question, c'est est-ce que je peux repartir finalement de cette certif pour aller vers Calliope? Ma réponse, elle est oui, si j'ai bien compris. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier d'un audit adapté, puisque la particularité, pour les organismes de formation qui étaient déjà dans une démarche qualité, qui avaient déjà une certification qualité qui est reconnue dans cette liste CNEFOP, ils vont pouvoir bénéficier d'un audit adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas l'intégralité des indicateurs checkés lors de votre audit initial. Donc j'espère que j'ai bien compris la question et que j'y ai bien répondu là. Je vous propose d'avancer sur la deuxième partie qui va être, on l'a structurée plutôt sous forme de recommandations par rapport à ce qu'il y a à faire et à mettre en place et vous donner un petit peu de méthodologie sur la préparation de l'audit, si vous souhaitez avancer dans une démarche Calliope. Très concrètement, on est en février 2021, donc en tant qu'organisme de formation, vous devez vous poser la question, est-ce que j'y vais pas, Donc, je vais tâcher de vous donner des éléments de réponse par rapport à cette question-là. Donc, l'élément de réponse et la question auquel il faut se poser en tant qu'organisme de formation, c'est quel est mon positionnement sur le marché de la formation professionnelle? Je m'explique. Suite à la réforme de la formation 2018, il y a globalement 5 marchés qui se dessinent sur la formation professionnelle en France. Vous avez donc un nouveau marché qui est le marché du CPF monétisé, puisque je ne vais pas vous refaire la leçon, le DIF disparaissant suite à la réforme de la formation. Donc apparition du CPF, mais obligation d'avoir une offre éligible au CPF, c'est-à-dire une offre de formation qui délivre une certification qui est listée dans 2 répertoires au niveau national, le RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, et puis le répertoire spécifique. Donc nouveau marché, le CPF monétisé.
Au-delà du CPF monétisé, vous avez aussi le marché du CPF de transition qui a remplacé l'ancien, le CPF de transition a remplacé l'ancien FONGECIF. Donc voilà pour ces deux premiers marchés. Autre marché qui se dessine sur le champ de la formation professionnelle, c'est le marché des TPE-PME. Et donc là, c'est le marché, on va dire, cible de la réforme de la formation 2018, marché sur lequel le législateur souhaitait qu'il y ait un accompagnement, poussé des financeurs, notamment des OPCO. C'est le marché de l'entreprise de moins de 50 salariés. Donc là aussi, un marché avec un intermédiaire financier, les OPCO, qui ont pour mission effectivement d'accompagner les TPE-PME dans le développement des compétences de leurs collaborateurs et de financer les formations liées au développement des compétences. Et quatrième marché, c'est le marché de l'alternance. Vous n'êtes pas sans savoir que la réforme de la formation 2018 souhaite accroître, à vrai dire, le nombre de jeunes et moins jeunes en contrat d'alternance. Alors contrat d'alternance, c'est à la fois les contrats de professionnalisation et aussi les contrats d'apprentissage, avec cette volonté du législateur de lutter contre le chômage des jeunes. Donc voilà, là aussi un marché de l'alternance où il y a un intermédiaire financier, notamment les OPCO qui ont récupéré, à vrai dire, cette compétence suite à la réforme de la formation 2018, puisque maintenant, ce sont les OPCO qui enregistrent et qui financent les contrats d'alternance. Contrat de professionnalisation, ils le faisaient déjà, mais la grande nouveauté, c'est qu'ils ont récupéré effectivement le domaine de l'apprentissage. Voilà. Le cinquième marché, c'est le marché des entreprises de plus de 50 salariés, où là, effectivement, on parle de marché libre, c'est-à-dire c'est l'entreprise n'a pas l'obligation de passer par un intermédiaire financier, notamment son OPCO, et donc elle paye, ces entreprises de plus de 50 payent la taxe formation, ne la récupère plus. Ça, c'était la réforme 2018 qui a changé les lignes par rapport à ça. Donc finalement, on est plus dans un système, les grandes entreprises payent une taxe formation mais ne vont pas la récupérer. C'est plutôt les petites qui récupèrent cette manne financière via les OPCO. Et donc on parle effectivement pour les marchés des entreprises de plus de 50, un marché libre, c'est-à-dire l'entreprise, c'est sur ses propres deniers qu'elle va répondre à cette obligation sociale de développer les compétences de ses collaborateurs, et elle aura la liberté de choisir les prestataires, organismes de formation ou pas organismes de formation, pour mettre en place ces actions de formation. Et elle n'a pas, quand on parle de marché libre, il n'y a pas l'obligation de la certification Calliope. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, pour répondre à la question j'y vais pas, vous voyez, en fonction de ces 5 marchés de la formation professionnelle, vous devez vous poser la question sur quel marché je suis. Et à partir du moment que vous avez donc un intermédiaire financier, je vous affiche là les différents financeurs, un intermédiaire financier, c'est-à-dire soit l'État, la région qui finance des formations notamment pour les demandeurs d'emploi. Un intermédiaire financier, ça peut être aussi Pôle emploi, les AGFIP, les OPCO, on en a parlé, les CEPIR pour le marché du CPF de transition, ou la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui gère, à vrai dire, l'appli CPF et qui finalement paye aux organismes de formation les actions de formation éligibles au CPF via l'appli. Donc à partir du moment où il y a un intermédiaire financier, et du coup, Calliope s'impose. Calliope s'impose à l'organisme de formation, parce que le risque majeur, si vous êtes sur un marché, positionné sur un marché avec un intermédiaire financier, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, si vous n'êtes pas dans cette démarche Calliope, si vous n'avez pas cette certification, c'est que le financeur dise, écoutez, non, du coup, je ne paye plus vos actions de formation. Donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, vous l'avez compris,
vous regardez sur quel marché vous êtes positionné. Et puis si à partir du moment qu'il y a un intermédiaire financier ou une part de votre activité qui n'est pas négligeable et sur lesquels il y a un intermédiaire financier, il faut plus se poser la question, il faut y aller sur Calliope. Je voulais juste, avant que tu passes Oui. sur cette slide, te couper pour anticiper une question qu'on aura forcément. Pour les marchés en cours, puisque la deadline, c'est le 1er janvier 2022, pour les marchés qui sont en cours à cette période-là, quand on passe de 2021 à 2022, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu peux faire une réponse très générique et puis après, je laisserai la parole à René-Paul Arlandis du Conseil régional qui va nous indiquer un petit peu plus précisément ce qui est envisagé, en tout cas en région Centre Val-de-Loire. Oui, complètement. Donc, pour les marchés en cours, effectivement, le risque, c'est que l'organisme de formation, le financeur risque de faire un avenant au marché en cours pour imposer à partir du 1er janvier 2022 cette exigence Calliope. Donc, très concrètement, si vous êtes engagé sur un appel d'offres, de la région, appel d'offres OPCO, par exemple, et du coup, l'obligation Calliope va s'imposer de fait. Donc, alors, souvent, les OPCO, déjà, dans leur cahier des charges, ils listaient, à vrai dire, cette obligation qualité, en sélectionnant les prestataires de formation. Ensuite, ce qu'on peut constater au niveau régional, mais... là tu interviendras, Anne-Laure, c'est que les régions font des avenants, à vrai dire, au marché qu'elles ont délivré. Et ce qui se profile, c'est que les avenants futurs à venir, c'est qu'il sera très clairement indiqué à l'organisme de formation dans son avenant que il y aura cette obligation d'avoir Calliope pour suivre le marché sur lequel l'organisme de formation s'est positionné. Du coup, pour ce qui concerne la région Centre-Val de Loire, je vais faire intervenir René-Paul Arlandis, s'il est là. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis René-Paul Arlandis du Conseil régional. Je m'occupe du pacte au Conseil régional. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, très bien. Très bien. Okay. En fait, effectivement, nous, on n'aura pas le choix, comme le dit très bien l'intervenante, on n'a pas le choix effectivement d'appliquer ou de ne pas appliquer la loi. Donc effectivement, au 1er janvier 2022, vous devrez être certifié Calliope. Si vous ne l'êtes pas, donc nous effectivement, on est en train de renouveler les marchés avec nos organismes de formation, les 350 organismes de formation qui travaillent avec le Conseil régional. Et donc pour ces marchés finalement qui vont démarrer à compter d'avril, il faut effectivement, il est noté finalement dans le marché, dans le processus de marché, que effectivement les bons de commande seront suspendus si effectivement vous n'êtes pas Calliope au 1er janvier 2022. Donc, cette appréciation finalement de la suspension du bon de commande, par contre, pour vous dire les choses clairement, nous sommes en train effectivement de regarder avec notre direction des affaires juridiques pour voir effectivement si cela veut dire une suspension définitive. Vous avez un marché que vous avez remporté, vous n'êtes pas Calliope effectivement au 1er janvier 2022, suspension définitive du bon de commande, ou et c'est ça que nous sommes en train de regarder. Est-ce que nous suspendons finalement ce marché dans l'attente finalement de votre certification Calliope, c'est-à-dire dans l'attente finalement que vous puissiez finalement nous montrer que vous êtes fait certifier effectivement Calliope par un organisme certificateur. Et à ce moment-là, ça voudrait dire plutôt une suspension temporaire du marché de quelques mois, le temps finalement de vous laisser effectivement, on peut imaginer finalement différentes situations. Vous avez démarré finalement votre travail de certification, vous avez eu un pré-audit, vous êtes en cours d'audit, vous n'avez pas encore le résultat après le 1er janvier. Donc il faut attendre effectivement quelques semaines que le certificateur effectivement vous remette votre certification. À ce moment-là, effectivement, on pourrait imaginer finalement que
on ait ce temps de suspension finalement du bon de commande pour ensuite effectivement redémarrer la formation. Voilà, mais ces choses ne sont pas complètement posées côté collectivité régionale. Vous voyez, on peut avoir de la souplesse. Donc effectivement, c'est ce que nous sommes en train de regarder avec notre direction des affaires juridiques pour effectivement bien établir le modus operandi à partir du 1er janvier 2022. Si on n'est pas Calliope, quid des formations commencées en 2021 et se finissant en 2022. Alors là, l'opérateur, enfin le bénéficiaire, l'acheteur n'est pas spécifié, mais que ce soit un OPCO ou le conseil régional ou Pôle emploi, etc. C'est vrai que c'est ça la question. Dans les marchés finalement qui ont été lancés récemment là, et qui vont finalement démarrer en avril 2021, on a fait expressément référence effectivement à ce référentiel national qualité. On n'avait pas le choix, hein, on est obligé de s'aligner. Donc effectivement, tous ces marchés-là seront finalement regardés avec ce croisement finalement entre notre base finalement d'organismes de formation financés et puis l'appli Open Data finalement du gouvernement qui permettra finalement d'identifier si vous êtes ou pas Calliope. Donc on fera ce croisement-là pour les marchés finalement lancés à compter d'avril, démarrant en avril. Pour les anciens marchés par contre, si on est sur une queue de marché, une prestation finalement qui a démarré en 2020, là effectivement on peut imaginer que le bon de commande, puisqu'il ne portait pas, enfin, il n'y avait pas expressément mention finalement de Calliope en 2020, et puis que quand le marché a été souscrit en 2020 ou antérieurement, finalement, il n'était pas couvert par Calliope, on pourrait effectivement imaginer de poursuivre le marché, finalement, les réalisations au-delà finalement de 2021 pour les marchés finalement engagés. S'il n'y a pas de modification effectivement ou d'avenant qui effectivement là nous obligerait finalement à appliquer la loi. On vous invite à la prudence effectivement sur l'ensemble de situations. C'est pour ça effectivement la vice-présidente ne l'a pas tout à fait dit, mais elle l'a évoqué. On a une obligation effectivement de vous alerter. C'est l'objet effectivement de cette conférence Calliope. Vous alerter effectivement sur la nécessité d'entamer vite maintenant les travaux de Calliope. On vous présentera tout à l'heure un petit rétro-planning calendrier. Le temps court, il ne reste finalement maintenant plus beaucoup de temps. On peut se dire effectivement que 1er janvier 2022, c'est très loin. Vous verrez effectivement dans ce petit calendrier qu'en fin de compte, entre la préparation, le fait de choisir son certificateur, le fait effectivement de se présenter à l'audit, tout ça effectivement fait que ça demande du temps et ça peut pas se faire effectivement en quelques semaines et notamment les dernières semaines de 2021. Merci. Donc je vais poursuivre. Donc d'où l'importance effectivement de ce que j'ai évoqué là, de se poser les bonnes questions là maintenant, de voir quel est votre positionnement sur quel marché vous êtes. Et donc du coup, maintenant voyons ensemble, c'est vous prenez la décision d'y aller, donc voyons ensemble effectivement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être dans le bon tempo, pour répondre à cette obligation réglementaire du 1er janvier 2022. Donc, je suis organisme de formation, quelle que soit mon activité, je décide d'y aller. Donc, deux recommandations à ce niveau-là, c'est il faut choisir son certificateur. Comment je fais ? Donc, il y a une liste, au niveau national de certificateurs. Ils sont, 26 au total à ce jour. Donc, cette liste, c'est donc le ministère qui valide, à vrai dire, ces certificateurs. C'est des démarches volontaires auprès du ministère pour être reconnu certificateur et Calliope. Donc, une liste de 26. Donc, alors, parmi ces 26, vous allez peut-être me poser la question, mais je choisis comment? Donc, vous avez des certificateurs qui sont plus spécialisés dans
dans tel ou tel secteur. Je pense par exemple à Calibat, qui est plus dans le bâtiment. Vous avez des certificateurs plus généralistes comme Bureau Veritas, AFNOR Certification. Moi, le conseil que je donne aux clients que j'accompagne, c'est de partir, à vrai dire, de leurs clients et de leur secteur d'activité sur lesquels majoritairement ils interviennent, puisque comme vous l'avez compris, vous allez investir finalement dans cette certification qualité. Le fait effectivement de revenir sur quel secteur d'activité majoritairement, sur quel secteur d'activité majoritairement j'interviens, quels sont mes clients et comment je vais pouvoir finalement marketer finalement ce logo Calliope, puisque vous aurez la possibilité d'associer le logo Calliope avec le nom du certificateur. Donc vous avez la possibilité effectivement de marketer un petit peu cet investissement et de la valoriser par rapport à vos clients, hein. Donc la clé d'entrée, elle est plus là, je dirais, sur le choix du certificateur. Bien revenir sur votre, vous l'avez compris, sur votre secteur d'activité. Est-ce que je suis je vais choisir un certificateur qui est sur un secteur donné avec une reconnaissance donnée, hein, donc où je vais sur j'ai une offre avec des grands comptes, donc je vais peut-être être sur plutôt un certificateur national reconnu, par exemple l'industrie, ils connaissent bien toutes ces démarches qualité, notamment AFNOR certification, voilà. Donc première étape, à vrai dire, je choisis mon certificateur ou une structure de labellisation. Je vais vous expliquer le détail des structures de labellisation, là reconnue par France Compétences. Donc, première étape, le choix du certificateur. Deuxième étape, c'est de fixer la date d'audit avec son certificateur. Donc, là aussi, sans avoir un discours d'assurance, mais le temps court, on vous l'a dit, on l'a répété, soyez vigilants à quand poser votre date d'audit, puisque effectivement, ma recommandation, c'est de poser au plus tard, à vrai dire, votre date d'audit à septembre 2021. Pourquoi ? Puisque nous sommes dans une démarche qualité avec Calliope. Qui dit démarche qualité, l'auditeur, je vous l'ai expliqué, il va checker le référentiel et les indicateurs et les éléments de réponse que vous allez apporter, Et en fonction de vos éléments de réponse et des éléments de preuve, l'auditeur peut établir des non-conformités. Nous sommes dans une démarche qualité, encore une fois. Donc, il y a deux types de non-conformités. Non-conformité mineure, qui ne bloque pas votre processus de certification, mais point de vigilance sur le deuxième type de non-conformité, ce sont les non-conformités majeures. Les non-conformités majeures bloquent votre processus de certification. Donc, très concrètement, si vous fixez une date d'audit un peu lointaine en disant « j'ai compris, suite à la conférence, je vais prendre le temps, je vais fixer mon audit, je ne sais pas, au mois de novembre ou décembre 2021 ». Le risque est le suivant, c'est que, vous pouvez avoir une non-conformité majeure lors de l'audit qui va bloquer votre processus de certification. Voilà. Et donc, pour lever cette non-conformité majeure, vous devez présenter à l'auditeur un plan d'action à 3 mois, avec des éléments de preuve qui attestent que, effectivement, vous avez compris cette non-conformité, voilà les actions que vous mettez en place, et ensuite, l'auditeur va lever cette non-conformité. Donc, vous voyez bien que si vous posez une date d'audit un peu trop tard dans l'année, et s'il est crucial pour vous et votre activité qu'au 1er janvier 2022, vous ayez Calliope, le risque est là, c'est que trouver votre process de certification bloqué et finalement au 1er janvier 2022 ne pas être dans les clous. Donc la recommandation que je vous ferai là aujourd'hui, c'est de poser une date d'audit au plus tard septembre 2021. Comme ça, vous avez le temps de préparer votre audit Calliope. Votre audit Calliope se passe au mois de septembre et vous avez le temps, d'ici la fin de l'année, de répondre aux non-conformités majeures s'il y a non-conformité majeure. Donc, point de vigilance par rapport à ça et par rapport à ce tempo à se donner pour fixer la date d'audit.
Toujours dans le choix, à vrai dire, au-delà du choix du certificateur, on parlait tout à l'heure des 7 instances de labellisation. Donc là, effectivement, sur cette slide, vous voyez donc les 7 instances de labellisation et qui peuvent, délivrer aussi Calliope ont été listées par France Compétences, agence d'État qui a été mise en place au 1er janvier 2019, suite à la réforme de la formation 2018 et qui a pour mission de réguler le marché de la formation professionnelle. Et sur le champ de la partie qualité, donc France Compétences donc, a listé, vous voyez, 7 instances de labellisation. Donc en fonction, là pareil, de votre positionnement en termes de marché, voilà, et en fonction aussi de votre région, puisque vous voyez, là j'ai sous les yeux région Occitanie, il y a Certif Région qui est une agence, qui est une instance pardon, de labellisation et qui délivre Calliope. Donc vous voyez, donc vous avez aussi la possibilité, au-delà de la liste des certificateurs que je vous ai présenté à l'instant, d'aller, si vous rentrez dans le champ de cette spécialisation de ces instances-là, d'aller sur ces instances de spécialisation qui pourront vous délivrer, Calliope, avec le même process. Un process de certification avec le même process, c'est-à-dire d'audit. OK ? Donc, voilà sur le choix du certificateur, pas trop tarder sur la date d'audit à fixer. Voyons maintenant comment je me prépare. Voilà, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il va avoir donc un auditeur qui va venir en présentiel ou l'audit aura lieu peut-être aussi en distanciel en fonction du contexte sanitaire. Voilà, je me prépare comment à Calliope? Un petit peu de méthode par rapport à ça. Pour moi, il y a 4 étapes. Déjà, prendre connaissance du référentiel national de certification Calliope et avec notamment le guide que le ministère a fait, qui est plutôt bien fait, ou qui décrit chaque indicateur et les attendus de chaque indicateur. Donc, première étape, je prends ce guide et je fais mon diagnostic, mon propre diagnostic par rapport à où en est mon organisme de formation, par rapport à ce référentiel. Je vais identifier les écarts. L'objectif, on est dans une démarche qualité, l'objectif n'étant de ne pas être parfait, entre guillemets, mais il n'empêche que voilà, vous pouvez identifier suite à ce diagnostic des écarts auxquels il va falloir y répondre, puisque encore une fois, à partir du moment que c'est inscrit dans le référentiel, vous devez répondre au référentiel. Donc j'identifie les écarts et au vu des écarts identifiés, je vais mettre en place mon plan d'action. Donc vous voyez bien que cette préparation et cette démarche qualité, elle ne se fait pas au doigt mouillé, pour parler un peu crûment. Il y a un temps nécessaire de préparation du dossier à faire. Et puis, au-delà du plan d'action à mettre en place, c'est établir les éléments de preuve. Pour chaque indicateur, vous devrez effectivement avoir un certain nombre de preuves à montrer à l'auditeur pour, démontrer la réalité de votre process. Donc, l'audit, il va se dérouler, en 2 temps, c'est-à-dire par indicateur, j'explique comment je fais à l'auditeur et j'ai mon bouquet de preuves qui atteste que ce que je dis, je le fais. Voilà, très concrètement, voilà comment ça se passe. Donc voilà, une préparation qui n'est pas à négliger, parce que vous imaginez bien, en fonction de la taille de votre structure, en fonction aussi des différentes spécificités d'actions que vous mettez en place, il faudra autant d'éléments de preuve et de réponses à apporter par indicateur auquel vous serez, concerné. Est-ce que tu peux répondre à une question qui demande jusqu'à quand la fourniture de preuves doit-elle remonter dans le temps? Alors, très bonne question. Donc, en règle générale, l'auditeur, quand il vient, il demande, la liste des actions que l'organisme de formation a mis en place sur les 6 derniers mois. On lui sort la liste des actions, et l'auditeur va aller piocher, à vrai dire, un échantillon d'actions de formation que l'organisme de formation aura réalisé. D'accord ? Et donc, du coup, ça veut dire que dans la préparation, il faut que vos dossiers, finalement, ils soient à jour.
à jour et, je dirais, versionner Calliope et remonter dans le temps, effectivement, voilà, dans les 6 mois auparavant. Après, il faut être très transparent, hein, lors de la réunion d'ouverture de l'audit, de bien préciser aussi à l'auditeur à partir de quand vous avez préparé Calliope. Avec le contexte de Covid en 2020, il y a des organismes de formation qui ont malheureusement eu très peu d'actions de formation. Hein, donc l'échantillon était restreint. C'est pas tant, la quantité. Hein, ça va être ce que va mesurer, à vrai dire, l'auditeur. Ça va être plutôt, la qualité, à vrai dire, des dossiers. Si effectivement on retrouve une harmonisation, à vrai dire, d'un dossier à un autre sur le processus. Voilà, les différents processus, les différents documents que l'organisme de formation présente. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous pouvez, je pense notamment, c'est peut-être des questions liées à des indépendants qui n'ont pas pléthore, à vrai dire, de dossiers à présenter. Ça, peu importe. Hein, moi, j'ai eu des clients avec un seul dossier, ils ont présenté Calliope. Hein. Le tout, c'est vraiment de montrer à l'auditeur que vous avez pris en considération le référentiel, que vous répondez dans sa complétude au référentiel, indicateur par indicateur. C'est surtout ça le plus important. Et pour compléter, Karine, pour les organismes de formation qui sont juste à peine créés, il y a beaucoup de personnes qui posent cette question quand on est tout nouveau et qu'on n'a pas d'antériorité du tout. Oui, alors très bonne question, c'est prévu dans le référentiel. Les organismes de formation qui viennent d'être créés sont les primo-accédants. Par primo-accédant, c'est effectivement le législateur, il a prévu le fait que il y ait cette typologie d'organismes de formation tout nouveau, et dans ce cas-là, il y a certains indicateurs, et finalement le primo-accédant va être exonéré de certains indicateurs que l'auditeur ira checker en audit de surveillance. Donc le cas est prévu. Pas de souci. Si on n'a pas eu de formation en 2020 pour cause de Covid, est-ce qu'on peut prendre des éléments de preuve finalement sur l'année 2019 ? Alors, je dirais oui. Par contre, effectivement, ce qui est un petit peu regrettable, c'est de revenir sur des dossiers, parce que ce dont il aura besoin, l'auditeur, c'est effectivement avoir des dossiers complets et versionnés Calliope. Hein ? Voilà, ça vous fait finalement retravailler sur des anciens dossiers, alors que voilà, Calliope, on est vraiment dans l'amélioration continue, quoi. Donc vaut mieux être sur alors ça je le comprends si vous n'avez pas d'activité en 2020, mais peut-être pour préparer 2021, la personne elle aura peut-être 1 ou 2 actions de formation là au premier semestre 2021. Donc moi je l'invite plutôt à travailler sur ces nouvelles formations et son process à partir de 2021, plutôt que de revenir sur des vieux dossiers, quoi, finalement, quoi. Hein, ça n'a pas trop de sens. On est dans l'amélioration continue, donc vaut mieux aller dans cette logique, aller dans l'avant et pas faire du rétro-pédalage par rapport à vos actions de formation. C'est un peu dommage, quoi. Je voulais clôturer, à vrai dire, cette deuxième partie sur les indicateurs qui souvent posent problème dans cette démarche de certification Calliope. J'en ai listé quelques-uns. Le premier, par exemple, vous voyez, donc le critère 1, indicateur 2, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Pourquoi cette slide-là? Bon, au-delà des indicateurs qui posent problème, c'est pour vous donner un petit peu de méthode sur comment je réponds au référentiel Calliope. C'est vraiment, en termes de démarche, déjà, c'est une lecture de texte. Voilà, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on attend de vous, c'est à la fois que vous ayez, vous, organisme de formation, des indicateurs de résultats. Donc, c'est expliqué dans le guide, un indicateur de résultats. L'auditeur, il s'attend à avoir un indicateur chiffré qui montre la performance, à vrai dire, des actions que vous mettez en place. Cet indicateur va valoriser, à vrai dire, votre activité, quelle qu'elle soit, et va rassurer, à vrai dire, le consommateur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le stagiaire ou l'entreprise qui va acheter, vos actions, vos prestations. Hein.
Donc, je disais, c'était une explication de texte, c'est-à-dire le prestataire diffuse, vous fixez des indicateurs chiffrés, baromètre de satisfaction par exemple, le taux de recommandation que vous avez sur vos actions de vos prestations, les taux d'abandon si vous faites par exemple des formations longues, un baromètre par exemple sur les résultats de vos formations, un taux de réussite, voilà. Donc pour choisir les indicateurs, mettez-vous à la place, faites un pas de côté, mettez-vous à la place finalement de vos clients. Qu'est-ce qui serait pertinent par rapport à ma clientèle, voilà, en termes d'indicateurs qui vont donner envie à des clients, à des prospects de venir acheter la prestation chez moi. Et au-delà de ça, c'est votre obligation est de diffuser. Vous voyez, le prestataire diffuse ses indicateurs de résultats. Donc, ce que demande, à vrai dire, l'auditeur, c'est au-delà, à vrai dire, ces indicateurs chiffrés que vous aurez mis en place, c'est comment vous les diffusez. Hein. Donc, vous les diffusez, vous avez quoi? Vous avez un support, une plaquette, vous avez un catalogue, est-ce que vous avez un site internet? Alors, je précise, il n'y a pas forcément obligation d'avoir un site internet pour répondre à Calliope. L'obligation, c'est de répondre à cet indicateur 2, quelle que soit, à vrai dire, votre façon de communiquer. Voilà. Et donc, en audit, l'auditeur, il prend l'indicateur, voilà, et il vous demande, bon, alors, comment vous fonctionnez, comment vous communiquez et quels sont les éléments de preuve. Donc, les éléments de preuve, ça sera, vous l'aurez compris, sur cet indicateur 2, les indicateurs de résultats que vous avez établis et votre mode de diffusion, voilà, et d'apporter la preuve. Voilà, sur comment vous diffusez. Donc voilà, en termes de méthodo, à vrai dire, et de préparation, voilà ce que je peux vous recommander de faire pour préparer votre dossier. Autre, indicateur qui pose problème. Alors, je vais aller un peu vite sur celui-là parce que Anne-Laure, fera intervenir, je pense qu'on aura le temps, la personne des AGFIP là-dessus. Donc, il y a un critère 6, indicateur 26, sur, la capacité du prestataire, effectivement, à accueillir, accompagner ou à orienter les personnes en situation de handicap. Cet indicateur 26, comme je le précisais tout à l'heure, cette notion de l'accueil des personnes en situation de handicap concerne tout le monde. Hein. Donc, quelle que soit votre activité, que vous accueillez ou pas, quelle que soit la spécificité de vos prestations, vous devez y répondre. Hein. Et donc ça, c'est important que l'organisme de formation se mette en ordre de marche pour y répondre. Soit sensibiliser à l'accueil des personnes en situation de handicap, au mieux est un référent handicap au sein de votre structure. Hein. Donc, quand vous êtes en solo, c'est vous-même. Donc, c'est à vous-même, effectivement, d'aller chercher de l'information, de suivre éventuellement des formations, d'aller chercher des ressources. Hein, et je pense que là, la région Centre peut vous accompagner parce qu'elle a traité cette thématique-là. Donc, voilà, c'est un indicateur donc, transversal auquel tout le monde se doit de répondre. Hein. Donc, on va vous demander effectivement comme un élément de preuve sur cet indicateur, l'auditeur vous demandera effectivement est-ce que vous avez suivi des formations vous-même, quel est votre parcours, parce que des fois dans sa vie professionnelle, on a pu effectivement travailler sur le champ du handicap ou pas du tout. Et si c'est pas du tout le cas, que à minima vous listiez les partenaires sur le champ du handicap, que vous ayez une liste de ces partenaires avec, des interlocuteurs nommés, hein, sur lesquels vous pourriez éventuellement vous diriger si vous vous retrouvez face à la situation, un salarié qui est en situation de handicap, il faut aménager, à vrai dire, le contenu de la formation pour que la personne puisse suivre la formation. Comment je fais? Hop, j'appelle telle personne et puis je propose ensuite à l'entreprise ou aux salariés les aménagements pour que la personne puisse suivre sa formation. Donc voilà pour le critère 6, indicateur 26. Autre critère qui pose parfois souci aux organismes de formation, c'est le critère 7 avec sur l'indicateur 30 où là on est vraiment dans la démarche d'amélioration continue avec le critère 7 où le référentiel vous demande de mettre en place des questionnaires.
et de recueillir l'appréciation des différentes parties prenantes. Et quand vous lisez différentes parties prenantes, il faut lire jusqu'au bout, c'est-à-dire l'auditeur s'attend à avoir effectivement, soit des questionnaires, soit des entretiens, soit, un compte rendu où on récupère les appréciations à la fois des bénéficiaires, des stagiaires, des financeurs, des équipes pédagogiques et des entreprises concernées. Donc, c'est pas où à chaque fois. Hein. Là, il y a 4 parties prenantes, et ces 4 parties prenantes, vous devez les traiter. Hein. Ça, c'est important. Et autre critère aussi, indicateur qui peut poser problème, et là vous voyez qu'on touche plus que du doigt, la démarche qualité, c'est vous devez mettre en place un plan d'amélioration, c'est-à-dire un plan d'amélioration qualité, hein, donc au-delà des questionnaires d'appréciation que vous aurez diffusés ou des entretiens d'échange que vous avez pu avoir avec les stagiaires, les financeurs, peu importe à vrai dire le support, on vous demande effectivement de récupérer les appréciations des parties prenantes, d'en faire le traitement, je vérifie s'il y a eu du dysfonctionnement, s'il y a eu de la réclamation. Et au vu de tout ça, je vais me fixer un plan d'amélioration avec mes axes d'amélioration. C'est-à-dire ce que je me fixe de faire pour l'avenir. Hein. Pour effectivement, dans tel ou tel process, j'ai identifié que souvent il y avait tel type de dysfonctionnement qui revenait. Donc j'ai levé ce dysfonctionnement, mais je vais me mettre un axe d'amélioration pour avoir une réflexion en interne sur comment on procède à l'avenir, comment on fait évoluer. Évoluer par exemple mon offre de formation, évoluer mes modalités pédagogiques. L'auditeur va s'attendre à effectivement que vous lui présentiez et que vous soyez dans cette démarche d'amélioration continue. Hein. Donc on est vraiment, dans le cycle, qualité, c'est je fais, je démontre que je fais, et puis je fais un pas de côté par rapport à l'intégralité de mon process. Et je me donne des axes d'amélioration pour faire évoluer mon ou mes processus. Je vais revenir en fait sur les ressources qu'on peut vous proposer en région Centre-Val de Loire, donc qui ne sont pas des accompagnements spécifiques Calliope, mais qui sont en fait des solutions qu'on peut vous apporter sur certains indicateurs par le biais des actions qui sont mises en place en région. Vous pourrez du coup faire le lien avec le programme de professionnalisation du JIP-Alpha Centre-Val de Loire. Donc pour l'instant, c'est toujours 2020 qui est en ligne. 2021 va arriver au printemps. Je vous ai quand même mis le lien parce que ça vous permettra déjà d'aller voir ce qui se passe au niveau de ce programme en 2020. Il sera abondé pour 2021. Et puis, j'ai aussi rajouté la démarche transformation, mais qui, elle, débutera, qui sera vraiment effective à partir de juin-juillet 2021. C'est une démarche qui permettra un appui aux OF pour tout ce qui est digitalisation globalement. Hein. C'est très, très large ce que je dis là. On y reviendra vraiment beaucoup plus largement et précisément lors de notre prochaine conférence qui interviendra donc au printemps et sur laquelle on reviendra vraiment sur cette démarche d'appui. Et puis, la dernière chose très importante aussi, puisque vous avez été nombreux à nous poser des questions sur tout ce qui touche aux critères en lien avec le handicap. Et du coup, j'aimerais faire intervenir Marina Elmaoujoudi. Bonjour à toutes et à toutes. Oui, donc comme le disait Anne-Laure, revenir rapidement sur ces ressources handicap formation de la GFIP qui ont été lancées en septembre 2019. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des organismes de formation et des CFA de la région sur le volet du handicap en formation. On travaille en partenariat avec la Directe et le Conseil régional sur ce dispositif, puisque les ressources handicap formation sont intégrées à l'axe 2 du pacte au sein de l'action 24. Alors, sur cette première slide, juste vous donner l'objectif phare des ressources handicap formation, qui est de rendre l'appareil formatif plus inclusif. Pour ce faire, on s'appuie sur 2 volets. Un volet individuel avec l'accompagnement de la personne, d'un apprenant ou d'une apprenante sur une situation identifiée.
dans le but, bien sûr, de sécuriser le parcours de la personne. Le deuxième volet sur lequel on s'appuie, c'est le volet ici collectif, avec l'accompagnement des équipes au sein des organismes de formation et des CFA. Alors bien sûr, nous sommes là pour accompagner le référent handicap, mais pas que. Nous sommes aussi présents pour aider et aiguiller si besoin la direction, le responsable pédagogique, etc. On peut passer à la deuxième slide, super. Donc ici, rapidement également, vous retrouvez les 4 axes qui composent ces ressources handicap formation de la GFIP. Le premier axe qui est le pôle appui conseil. Ici, on vous propose un appui du conseil et un accompagnement sur des situations individuelles de demandeurs d'emploi, d'alternants ou de salariés pour lesquels vous pouvez avoir besoin d'aide. À savoir ici que la GFIP, en tant que fonds de gestion, peut intervenir pour le financement des surcoûts pédagogiques liés à la compensation du handicap, via, par exemple, des aides financières ou par le complément à la majoration du coût contrat pour les alternants notamment. Le deuxième axe, c'est le programme de professionnalisation des acteurs que l'on vous propose. Ici, on travaille avec le GIP Alpha Centre sur ce programme et vous avez mis à votre disposition 14 modules différents qui sont aussi dédiés aux équipes des OF et des CFA. Le troisième axe, l'animation territoriale. Ici, on vous propose également un réseau, donc le réseau des référents handicap, qui va se regrouper 4 fois tout au long de l'année 2021 sur des ateliers avec des thématiques différentes qui ont aussi été retenues. Et enfin, le quatrième axe, la capitalisation. Ici, on souhaite mettre en avant des situations que l'on a pu rencontrer, des solutions que l'on a mises en place de manière parallèle et aussi également vous mettre à disposition une cartographie des ressources que l'on peut mobiliser en fonction des territoires. Pour les critères, du coup, on ne va pas trop avoir le temps de les détailler. Par contre, juste dire effectivement que les supports qui sont présents actuellement, on vous les mettra à disposition. Je ne sais pas si vous avez juste une précision à apporter ou pas. Effectivement, alors juste vous dire que effectivement les ressources handicap formation sont aussi présentes pour vous être utiles dans cette certification Calliope pour faire le lien avec la conférence, vous accompagner pour justifier l'accessibilité et la prise en compte des besoins des personnes handicapées selon les critères et les indicateurs qui portent sur le handicap en formation. Donc, vous aurez, grâce au support, vous aurez nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si besoin afin que l'on puisse vous aider et vous accompagner dans cette démarche. Merci infiniment pour cette présentation. Effectivement, c'est vraiment un support pour, on peut le voir sur ces 3 slides, on a plusieurs critères et indicateurs qui sont vraiment touchés par la certification sur tout ce qui touche au handicap et du coup, voilà, en tout cas en région Centre, il y a vraiment un support qui est efficace, en tout cas que vous pouvez solliciter de manière gratuite, il me semble. C'est ça, exactement. En fait, voilà. L'ensemble des axes des ressources handicap formation sont financés par la GFIP. Donc, n'hésitez pas à nous faire appel. Une question, j'ai l'impression que les questions des critères selon les types d'actions, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair pour tous les participants. Est-ce qu'on peut peut-être refaire un petit tour de cette organisation ? Donc, sur le référentiel, vous avez donc un tronc commun, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le tronc commun, ce sont les 22 indicateurs auxquels tout le monde doit répondre, quelle que soit sa spécialisation en termes d'activité. Ensuite, à cela se rajoutent des indicateurs spécifiques. Par exemple, si vous faites de la VAE, vous avez des indicateurs spécifiques auxquels vous allez répondre dans le cadre de la VAE. Si vous avez une offre certifiante, vous avez des indicateurs spécifiques liés à l'activité formation, liés à l'offre certifiante. Vous voyez ?
Et donc, ces indicateurs, voilà, viennent se rajouter finalement au tronc commun auquel vous devez répondre. Dans le guide de lecture, effectivement, c'est bien précisé l'indicateur, voilà, si c'est un indicateur spécifique et à quelle, à vrai dire, activité spécifique il se rattache. Alors, les certificateurs, donc c'est la liste, voilà, que vous retrouvez. Hein, on vous a mis le lien, du site, qui liste, à vrai dire, les certificateurs. Oui. Hein. Donc, et les instances de labellisation, à vrai dire, c'est France Compétences, c'est là où j'ai peut-être pas été suffisamment claire, qui a finalement attribué la possibilité à ces instances-là de délivrer Calliope. D'accord ? Donc, le nom, c'est instance de labellisation, mais qui vont délivrer la certification Calliope. C'est vrai qu'on peut, en perdre son latin avec ce vocabulaire-là, mais voilà, d'une part, il y a les certificateurs reconnus par le ministère, la liste des 26. Voilà. Et d'autre part, voilà, ces instances de labellisation, et vous l'avez vu dans le slide avec le tableau de France Compétences, qui sont finalement des instances très spécifiques. Vous avez vu, il y a l'école de la deuxième chance, par exemple, enfin, des structures régionales, voilà, qui délivraient une certification et qui ont eu l'autorisation par France Compétences de délivrer Calliope. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour témoigner, donc nous avons la chance d'avoir deux structures, deux organismes de formation de tailles différentes. Le premier organisme de formation est représenté par Frédéric Joly, qui est à la tête d'un cabinet qui s'appelle IDEO et qui est basé donc à Rennes. Frédéric, tu m'entends ? Oui, Karine. Oui, d'accord. Donc du coup, Frédéric, qu'est-ce que tu peux… voilà, tu es certifié, tu as démarré Calliope à partir de quand? Quels éléments, à vrai dire, de réponse tu peux nous donner et quel témoignage sur cette, vécu Calliope que tu as pu avoir? Effectivement. Donc, vous m'entendez correctement? Donc, effectivement, IDEO forme et accompagne les dirigeants, comme tu le disais, et les encadrants de TPE du bâtiment dans leur montée en compétences grâce à un titre professionnel, responsable de petites ou moyennes structures, depuis 25 ans en Bretagne. Et je suis seul avec environ 7 ou 8 experts indépendants que je sollicite pour composer mon offre finale. Donc, quand j'ai souhaité sécuriser mon offre de formation lors de la deuxième évolution de la loi sur leur formation, au moment du Datadoc, je t'ai sollicité par les hasards du réseau relationnel et on peut dire que c'est ce qui m'a vraiment intéressé et motivé à te choisir, Karine, c'est que j'ai pu être accompagné dans un délai très court d'environ 3 jours. Je pense qu'en 3 jours, on avait cerné le contour de mon offre. Tu m'avais fait prendre contour des futures évolutions du référentiel de qualité et aussi, je trouve une vraie valeur ajoutée, c'est que tu m'as fait prendre conscience que mon parcours de formation, il pouvait se rattacher à un titre professionnel, ce que je n'avais pas du tout identifié. Je faisais de la formation comme M. Jourdain faisait de la poésie. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette valeur ajoutée de ton organisme, Karine. Le process Calliope, comment tu l'as vécu? Quelles difficultés, auxquelles tu as été confronté? Et puis la production, parce que, ok, peut-être avec un accompagnement, tu es allé plus vite, mais enfin, il y avait quand même une partie production que tu avais à faire par toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bah, écoute, l'idée, c'est qu'effectivement, tu m'as rendu accessible la méthode de manière efficace et didactique. Donc, voilà, je pense que moi, je suis plutôt je suis un faiseur et le fait de t'avoir à mes côtés m'a permis de bien me rassurer sur les attendus du référentiel et voilà, dans une logique d'accompagnement, j'ai pu produire les éléments. Je pense que ça m'a demandé 2 jours de travail en back-office, en complément des 3 jours d'accompagnement. Ouais, on arrive à 5 jours, quoi, au total. Ça t'a mobilisé 5 jours, quoi. OK. Tout à fait. Est-ce que tu as pu constater par rapport au secteur d'activité sur lequel tu es, est-ce que ça, puisque tu es
Calliope depuis 2020. Hein, c'était l'un des premiers, je crois, à être certifié. Est-ce que effectivement tes clients, Calliope t'a permis effectivement d'être différenciant par rapport à des concurrents? Tes clients ont apprécié cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, moi, là où j'ai vraiment ressenti l'accélérateur, c'est le gage de sérieux vis-à-vis des financeurs. Voilà. Et puis ça m'a aussi fait gagner en confort de travail grâce à la méthode, voilà, de rationalité qui n'était pas forcément la mienne et qui aujourd'hui fait que, pour tout dire, j'ai dû développer mon cabinet de plus 50% depuis le moment où on s'est rencontrés. Donc voilà, c'est quand même c'est un effet induit finalement. Et confort de travail par rapport au process, du coup? Oui, grâce à la méthode et au process, effectivement, le regard extérieur m'a obligé à me poser les bonnes questions sur sur tous les sujets inhérents à un OF. Hein, donc, qui, pour certains d'entre eux, en tant qu'autodidacte, pour lesquels je faisais pour partie un impasse, sauf que finalement, quand de manière très didactique, tu m'as fait comprendre et tu m'as fait accéder à qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ce vocabulaire qui peut parfois être un peu abscon ou abstrait. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise et ça m'a vraiment fait gagner à la fois en performance et en connaissance. Donc, tu m'as fait monter en compétence, moi aussi, à mon tour. Ok, merci pour ça. Et du coup, quel conseil tu donnerais à des consultants indépendants, hein, puisque tu travailles en solo, même si tu nous as expliqué que tu travaillais avec des formateurs externes dans ta structure. Quel conseil tu donnerais donc, à un indépendant qui se pose la question, j'y vais pas? Tout dépend de son volume d'activité, oserais-je dire. C'est vrai que je pense que perdre 15% de son temps en back-office jusqu'à 100 KE, à mon avis, de chiffre d'affaires en seul, c'est sûrement un peu compliqué. Dès qu'on passe la barre des 80-100 KE, à mon avis, il faut aller vers la certification. Je ne sais pas si tu valideras cette espèce de fourchette, Karine, mais moi, c'est une intuition. Hein, voilà. Donc, pour résumer, finalement, en deçà de 100 000 à l'année, je me pose la question, voilà, et puis au-delà, j'y vais, quoi. Oui. Pour résumer. Oui. Ok, super. Bon, très bien. Merci, Frédéric, pour son témoignage, parce que je sais que tu étais en intervention là. Merci d'avoir pris ce temps et d'être avec nous là cet après-midi. Avec plaisir, je te dois bien ça, Karine. Merci beaucoup. En coût moyen, une journée d'audit, c'est environ 1 000 € hors taxe. Donc voilà, les certificateurs sont positionnés sur ces tarifs-là. Donc après, vous allez avoir un peu de différence. Certains auront des frais de dossier qui vont vous facturer, d'autres qui vont vous facturer aussi des forfaits de déplacement. Mais voilà, comptez sur une journée d'audit, environ 1 000 € hors taxe. Donc après, le conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier 2-3 certificateurs. Et puis de faire 2-3 demandes de devis, comme ça vous pouvez comparer et puis voir, à vrai dire, les différences qui vont plutôt être sur des différences accessoires, je dirais, des frais de dossier, des redevances annuelles que vous allez trouver chez l'un, que vous n'allez pas retrouver chez l'autre, mise à disposition d'outils aussi ou de plateformes que des certificateurs proposent et que d'autres ne proposent pas. Donc voilà. Contactez 2-3 certificateurs pour avoir des éléments de comparaison. Voilà. Et il y avait une question aussi sur les audits blancs, puisque je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais il y a possibilité en tout cas pour les organismes de formation de faire un audit blanc. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit peu plus? Et puis c'était surtout le lien avec les coûts, là dernièrement, qui nous a été posé comme question par rapport aux audits blancs. Alors, les audits blancs ou pré-audits, c'est-à-dire les certificateurs peuvent vous proposer dans leur offre, effectivement, avant de sauter dans le grand bain, finalement, le grand bain, c'est-à-dire la journée d'audit, de faire un pré-audit. Donc du coup, c'est de vous mettre en situation, d'audit.
Le certificateur va déléguer un auditeur qui va vous faire un pré-audit, qui va vous checker pareil comme on audite tous les différents indicateurs. Voilà, comme ça, effectivement, finalement, je dirais le pré-audit et l'accompagnement, c'est un peu pareil en termes de démarche, hein, puisque vous aurez votre plan d'action suite au pré-audit qui sera proposé par le certificateur. Hein, et puis, ensuite, voilà, vous allez aller sur la journée d'audit. Hein, voilà la différence. Bonjour à tous. Voilà. Merci Cyril d'être là. Donc, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Et puis, voilà, tu es certifié Calliope, apporter un témoignage sur cette démarche Calliope, comment tu l'as vécu au sein de ton organisme de formation, et puis quelques conseils que tu aurais à donner aux organismes de formation qui sont nombreux là aujourd'hui. Oui. Donc 360 formations. Donc on fait des formations liées au métier du commerce et de l'immobilier. Voilà. Donc aujourd'hui, on tourne avec entre les salariés et les indépendants une quinzaine de formateurs. Bon voilà. Donc alors Calliope, c'est venu tout naturellement parce que déjà nous, dès en 2017, début 2017, on a décidé de rentrer dans une démarche de qualité. Donc, voilà, on avait commencé, on a été certifié qualité en 2017, et puis est arrivé Calliope 2018-2019. Donc, le pas pour passer à Calliope a été assez naturel. Alors, ce que je vois avec pas mal de questions, j'essaie de me donner mon point de vue en même temps. Il y a eu plusieurs éléments. D'abord, il y a eu d'emmener tout le monde sur ce projet, donc tous les salariés et tous les indépendants, parce que j'ai vu tout à l'heure, quand je suis sous-traitant d'un organisme de formation, est-ce qu'il faut que j'entame Calliope? De toute façon, demain, les centres de formation qui sont certifiés Calliope vont obliger et demanderont, puisque c'est la loi qui nous l'oblige maintenant, à ce que les intervenants indépendants respectent la démarche Calliope. Donc, il faut absolument que l'indépendant qui n'est pas certifié Calliope peut rester comme ça s'il est sous-traitant, mais devra de toute façon comprendre la démarche et surtout appliquer tout ce qui est demandé. Donc, j'ai envie de dire, quand on vous demande quelque chose et que vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites, c'est un peu dommage. Donc, comprendre la valeur ajoutée de ce que ça peut amener d'avoir une démarche qualité, c'est important, voilà, il me semble. Donc, c'est pour répondre à des éléments que j'ai vus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai eu un gain, comme Frédéric tout à l'heure, j'ai eu un gain qui a été juste phénoménal dès qu'on a été certifié. Donc, on est certifié depuis juin 2020. On a eu un gain qui a été, c'est un accélérateur énorme auprès des financeurs, mais auprès des entreprises aussi. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui demandent et nous demandent si on est certifié Calliope. Alors, je dirais même sans trop comprendre maintenant, peut-être un peu plus maintenant, mais auparavant, sans trop comprendre ce que c'était, mais ils savaient que c'était important. Donc là aussi, on arrive à mieux positionner, à mieux rassurer et à mieux expliquer notre démarche. Calliope, qu'est-ce que ça nous a apporté aussi? On a mieux structuré notre façon de faire. On n'a pas changé notre façon de faire, mais pas du tout, parce qu'on est tous différents, chers collègues, et chacun, vous tous, vous avez vos valeurs, vos façons de faire, je dirais votre savoir-faire qui vous est propre, et ce qui fait aussi la beauté de ce métier et de notre secteur d'activité, c'est que chacun apporte son expérience, son regard et sa façon de faire. Mais clairement, ça nous a permis en interne de mieux structurer et de mieux mettre en valeur ce qu'on savait faire. Ça, vraiment, sur l'aspect Calliope, ça a vraiment été l'élément, d'ailleurs, surprenant, très surprenant. Ça a vraiment été, ça a été une surprise. En termes de longueur, je voyais ça, donc on a un peu plus de, je sais pas, on va être CA ou d'activité que Frédéric, donc on a un peu plus, voilà. Moi, ça m'a, alors, j'ai commencé à poser ma date d'audit qualité en novembre 2019 et je l'ai posée pour juin 2020. Ce que je ne voulais pas, c'est être bouchonné avec 2021, parce que c'était 2021, je crois, au début, l'obligation. Complètement. Je voulais absolument le faire à un rythme qui était le mien, avec du temps pour le faire, et surtout ne pas arriver à un moment où les auditeurs, peu importe lequel,
soit complètement submergé et fatigué ou compliqué à poser une date. Bon, voilà. En plus, le monsieur de la région qui est intervenu tout à l'heure, ce qui me soulevait, ça pouvait être un peu le schéma aussi, de dire, voilà, les contrats qui sont en cours, pas en cours, voilà, je voulais vraiment pas tomber dans ça. Je voulais tranquilliser tout le monde, les stagiaires, les financeurs, et puis notre activité aussi. Voilà, on soit vraiment... Donc, j'ai commencé. Je vous cache pas que le confinement m'a beaucoup aidé. Pour le coup, j'ai passé mon confinement à regarder ça. Je vais être transparent avec vous. En tout cas, pour ma part, ça m'a pris, en étant certifié quand même auparavant, ça m'a pris un mois. Un mois pour vraiment tout structurer, honnêtement. Non pas qu'on cherche à conceptualiser des choses qui n'existent pas, mais déjà pour tout remettre sur la table, tout le fonctionnement. Et puis pour notre part, j'interviens avec des collaborateurs, qu'ils soient indépendants ou salariés, c'est des collaborateurs, c'est pareil. Donc là aussi, il faut aussi les amener, voir comment ils font, remettre parfois, souvent, les éléments en marche, mieux structurer, expliquer, faire, voilà. Bon, donc ça a été un peu plus long que je dirais que j'ai très vite passé sur le coût d'investissement quand j'ai vu le gain que ça m'a apporté en chiffre d'affaires. Je pense que là, souvent on parle de coût, mais moi très vite j'ai voulu m'axer sur le potentiel augmentation et sécurisation de mon chiffre d'affaires et ça a été un pari plus que gagnant, vraiment plus que gagnant. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas si je dois le donner ou voilà. Moi, je crois que de mémoire, je ne sais plus, mais je crois que c'était 2 000 € la certification, l'audit, etc. Il y a eu un accompagnement par Karine aussi, qui était un peu plus long parce qu'il y a eu on a beaucoup plus d'éléments, on a plusieurs formations. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à restructurer. Là où j'ai le plus pêché, là où j'ai eu le plus de difficultés sur le Calliope, ça a été toute la partie handicap. Parce que on n'avait pas eu affaire encore à des gens qui étaient RQTH. Donc là, ça a été une matrice à mettre en place, à comprendre. Et là, j'ai travaillé beaucoup sur la recherche et la compréhension de cet élément-là. Ça a vraiment été l'indicateur qui a été le plus long pour moi à assimiler. Enfin bon, voilà. Mais aujourd'hui, ça se passe, voilà, c'est très bien. Et on en parle vachement plus facilement. Et là, vous voyez, encore un truc. Moi, je ne demandais jamais, il y a encore quelques années, s'il y avait une quelconque reconnaissance RQTH quand j'avais un candidat. Aujourd'hui, on pose la question naturellement et on voit qu'il y a des dyslexiques, etc. Et ben, on met tout en place, quoi. Je veux dire, et ce que m'a apporté aussi Calliope, c'est qu'on n'est pas responsable. On ne doit pas avoir la connaissance de tout, mais il y a des organismes, comme la personne qui était là tout à l'heure, qui sont là pour nous accompagner, tant pour le stagiaire que le centre de formation. Et ce sont des gens qui demandent, mais vraiment que ça dans le bon sens du terme. Quand je les ai appelés en disant, bon, voilà, j'espère qu'ils vont me répondre. Mais oui, ils m'ont répondu. Mais ils m'ont répondu bien au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Ils rappellent régulièrement pour savoir dès qu'il y a des modifications. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très structurant et hyper valorisant. En tout cas, pour notre activité, je trouve que c'est hyper valorisant. La grande et seule difficulté, en fait, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est face à quelque chose, on se dit, waouh, on me l'impose et machin, et on redevient très vite bon français, se taper la tête contre le mur. Et à un moment donné, quand vous reposez tout ça, vous prenez le référentiel, vous regardez, et il y a 80% des choses qu'on fait tous les jours. Vous dites, en fait, ça, je le fais, quoi. Alors oui, bon, d'accord, c'est peut-être pas tout, le mot, il est en bas, alors qu'ils sont en haut. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à modifier, juste à structurer, à bien comprendre le référentiel, bien comprendre les attendus. Et puis à partir de ce moment-là, ça va relativement quand même assez vite. Et dès qu'il y a des trous dans la raquette, là, on le voit. Et là, on dit, tiens, ça, je ne faisais pas. Et d'un seul coup, on n'a plus que ça à clarifier, on n'a plus que ça à mettre en place. Alors, j'ai envie de vous dire, en général, chers collègues, si vous êtes dans la formation, c'est que c'est avant tout un métier de passion et vous le faites avec beaucoup de passion. Et à mon avis, il n'y a pas grand-chose à structurer, juste à poser sur la table. Pour le choix du certificateur, je trouve que c'était une question qui était très pertinente, qui a été posée tout à l'heure. Je dirais que c'est comme pour une formation. Et le monsieur de la région a aussi donné quelques informations aussi très pertinentes tout à l'heure. Moi, j'ai pas hésité. Alors moi, j'en ai appelé plusieurs pour voir. Déjà dès la relation au téléphone, dès la prise de rendez-vous, etc. On voit si ça va plaire ou si ça va plaire.
Après, il y a eu un choix entre plusieurs, parce qu'il y en a quelques-uns que j'avais retenus. Moi, j'en ai retenu un parce que il a travaillé pour mettre en place le Calliope. Il était à l'intérieur de ce schéma. Voilà, donc je pense qu'il était bien au courant. Et puis, j'ai d'ailleurs toujours un très bon feeling avec l'auditeur. Voilà, c'est pas qu'il ne me passe pas les choses qu'il n'y a pas à passer, mais on discute, on parle, on échange. Et il est conscient de l'activité qu'on peut avoir, des difficultés qu'on peut avoir. Et donc, ça, c'est important dans votre choix. Après, en présentiel, à distance, je fais un audit, on est 2 dans une salle. Si au début c'est en présentiel, tant mieux. À la limite, moi je préférais faire plutôt mon premier audit en présentiel et puis éventuellement le contrôle à distance. Pour les indépendants, auto-entrepreneurs, etc., quand vous n'avez pas de locaux, ça se passe le plus simplement du monde. La plupart du temps, mes collègues qui sont en auto-entreprise, qui ont entamé Calliope, le jour de l'audit, ils ont loué dans un coworking une salle, un bureau, et l'audit s'est passé là. Ce qui est pour la conformité de la salle. Alors, en fait, on va regarder la conformité de la salle à partir du moment où vous avez un bail qui est à votre nom sur une longueur annuelle, on va dire, ou un bail commercial sur 3 ans. Si ce n'est pas le cas et que vous louez des salles, comme ça m'arrive sur certaines villes de le faire, on ne va pas regarder la conformité de la salle à ce moment-là, puisque c'est la personne qui vous loue la salle qui doit être en conformité et qui a donc doit être en norme RP5, etc. Le conseil aussi, parce qu'on n'est pas des surhumains et on a plein de choses à faire et il faut préserver aussi ses animations, sa recherche de contrat. C'est un métier qui est souvent un peu… Nous, on est dedans, donc vous le savez tous, mais d'extérieur qui est un peu galvaudé. On croit qu'on arrive, on se pose devant une table et puis on parle à des stagiaires. Non, c'est pas comme ça. Il y a un vrai travail. C'est un vrai beau métier, formateur. Et donc, se faire accompagner, je pense que c'est incontournable. Voilà, se faire accompagner, je pense que c'est incontournable. Je pense que j'aurais eu des trucs mineurs là. Lors de l'audit. Des non-conformités. Non-conformités, merci. Si je n'avais pas été accompagné, parce qu'il faut comprendre l'environnement, mais il faut comprendre aussi le référentiel Calliope, et il faut comprendre aussi la vision de l'auditeur. Comment il va vous auditer. Alors ça, c'est aussi un élément important dans le choix de l'auditeur, c'est de pouvoir lui demander comment ça va se passer, que ça soit précis. Ils vous répondent, voilà comment on va faire, voilà machin. Les gens qui demandaient tout à l'heure si on pouvait choisir nos preuves ou pas, Karine y a répondu, c'est sur 6 mois en arrière, mais il y a certains auditeurs qui vont vous piocher, d'autres qui vont dire, dans cette formation-là, donnez-moi la preuve que vous voulez, voilà, donc c'est à vous aussi de bien voir un peu comment ça va se passer. Oui, alors c'est Moradi, oui, il y a des preuves, il y a des éléments, sur le site, il y a des sites internet qui vous permettent de regarder. J'ai regardé moi aussi des sites internet gratuits pour essayer de… Mais c'est hyper compliqué. Il n'y a rien de beau l'échange avec quelqu'un qui vous accompagne et qui surtout donne une réponse très individuelle par rapport à votre organisme, votre activité, vos clients, vos financeurs. Voilà. C'est ça, je pense que ça, c'est la clé de voûte absolue pour pouvoir bien réussir une certification Calliope. Franchement, c'est une valorisation de votre métier, c'est une valorisation de votre activité, de votre savoir-faire auprès des financeurs, des entreprises, des stagiaires. Aujourd'hui, sur des marchés concurrentiels comme on peut avoir à peu près tous, c'est hyper important de pouvoir montrer. Alors, vous allez me dire, demain, on sera tous Calliope, et oui, mais avec là, nos valeurs et nos différences seront encore mieux ressorties. Et le client ou le financeur pourra complètement mis en avant et permettront un choix clair pour l'entreprise. Parce que là, on parle de nous, c'est le sujet. Et souvent, et là, pour Calliope, c'est important, souvent, il faut se mettre du point de vue du candidat. Candidat financeur, candidat stagiaire. Je peux vous assurer que c'est une jungle, quoi. C'est comme si vous recherchiez un appartement à louer sur le Bon Coin. Vous allez y passer une vie sans comprendre comment je le compare. Il y en a un, il a une surface de 20 mètres carrés et l'autre, il est moins cher, mais il a une surface de 40. C'est difficile. Et qu'à un moment donné, je pense que l'État a voulu, j'imagine, je parle à sa place, mais mettre un peu d'ordre
en tout cas sur ça, et qu'il y ait de vrais moyens de comparaison acceptés et acceptables pour tout le monde, pour que chacun puisse vendre clairement, proposer clairement sa démarche, son service. J'avais une question complémentaire à vous poser. Finalement, vous avez dit que vous aviez appelé plusieurs certificateurs et finalement vos critères, est-ce que vous pouvez décrire vos critères au-delà du fait que ça passe pas de l'échange? Est-ce que vous avez fait faire des devis? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y avait des différences importantes entre les coûts Il n'y avait pas de différence importante. Sur le prix, en tout cas, sur les prix, de toute façon, très rapidement, ils proposent sensiblement la même chose, donc tout le monde est sensiblement au même prix. Voilà, quelques centaines d'euros près, à 100 euros près, il y en a qui sont à 1900 et des poussières et d'autres qui sont à 1100 et des poussières, mais à 2100 et des poussières. Donc voilà. Non, vraiment, mes critères, ça a été quand j'appelle, est-ce que j'ai quelqu'un au téléphone? Voilà, ça c'est hyper important. Est-ce qu'ils sont présents régionalement? Est-ce qu'ils sont présents que nationalement? Est-ce que c'est des sessions qui sont faites? Est-ce qu'il y en a qui me proposaient des webinaires? Voilà, bah, vous mettez devant la caméra, on va vous expliquer. Ben non, ça, j'avais pas envie. Leur expérience de la formation, parce qu'il y a des certificateurs qui certifient beaucoup de choses, voilà, qui font pas que de la certification de formation. Et moi, je voulais pas tomber avec quelqu'un qui était en capacité de certifier un électricien. Pas que c'est pas grave, c'est pas bien, mais moi je voulais quelqu'un qui connaissait aussi vraiment le métier de la formation pour comprendre aussi, pour m'assurer qu'ils savent bien tout ce qu'on vit au jour le jour, comment, enfin chaque jour, quoi, la tonne de documents qu'on doit faire et pourquoi et comment, etc., etc. Et puis après, ça a été après ça a été le feeling aussi de l'auditeur, parce qu'une fois que j'ai choisi l'organisme, pour être très clair avec vous, j'ai eu un premier auditeur qui m'a été proposé et j'ai demandé au certificateur de me changer d'auditeur parce que je passais pas bien avec lui, voilà. Et qu'ils ont fait très rapidement. Voilà, ça a été mes critères. Combien de personnes vous avez? Quel est votre catalogue, juste pour que les participants puissent s'identifier du coup par rapport à votre témoignage? D'accord. Alors, quel catalogue? On a une certification adossée à un titre d'État Bac+2 dans le commercial. On fait des formations non certifiantes, enfin une formation non certifiante aussi. On intervient auprès des entreprises et dans les entreprises dans le cadre de la FEST. On fait aussi de la VAE et on fait de la formation en e-learning et à distance pour tout ce qui est formation obligatoire dans l'immobilier. Bon, voilà à peu près le panel. Voilà. On fait de la POEC, de la POI, on fait du développement de compétences auprès des agences immobilières et autres. Voilà. Donc on a beaucoup d'activités. Voilà. Ouais, donc du coup, beaucoup de critères Calliope, en tout cas plus que les 22 critères. Parce que là, cette année, pour répondre à la question, 2020 Calliope, et donc cette année, on ouvre une activité de CFA, et donc là, ça y est, on va avoir le combo total. Hein. Je ressors le tablier de cuisine, puisque j'ai un audit de surveillance que j'ai conservé en fin d'année. Et donc, là, pour le coup, je vais prévenir mon certificateur que j'ouvre une activité de CFA pour qu'il puisse auditer en même temps, en fin d'année, ma nouvelle activité. Voilà, ma nouvelle activité, pour que celle-ci, le CFA, soit certifié, sur 2020, ce sera 2021 maintenant. Voilà. Oui, merci pour cette précision, parce qu'effectivement, on avait des questions là-dessus, savoir si on a une formation supplémentaire ou un type finalement de formation supplémentaire alors qu'on est déjà certifié. Comment ça se passe? Effectivement, il y a possibilité lors de l'audit provisoire, en tout cas, oui, intermédiaire, de présenter ces nouveaux éléments. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on est dans l'amélioration continue. Donc, votre certif Calliope, elle évolue en fonction de l'évolution de votre activité, quoi. Demain, Cyril, il fait du bilan de compétences, et ben du coup, il va alerter son certificateur, et puis on va lui rajouter, enfin le certificateur va lui rajouter en audit de surveillance les critères liés au bilan de compétences, quoi. La certif n'est pas figée dans le marbre, elle suit, l'activité de l'organisme de formation, vous voyez. La certification Calliope est rattachée à votre numéro de SIRET. Donc, demain, pour X ou Y raison, vous changez finalement de numéro de SIRET, de structure. C'est à nouveau, une nouvelle structure qui va être auditée.
Hein, donc vous perdez pas tout dans le sens que vous avez déjà fait la prépa et puis il y aura peut-être un transfert effectivement de process sur cette nouvelle structure, mais il n'empêche, il faut que ce soit la nouvelle structure qui soit auditée pour que le certificat soit à nouveau valable, mais sur la nouvelle structure. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une non-conformité et que normalement, si c'est bien préparé, il ne doit pas y avoir de non-conformité. Alors, je vais modérer ça, Amélie, je vais modérer ça parce que ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le référentiel aussi, il évolue. Hein, et le guide du référentiel aussi évolue. Donc, du coup, vous voyez, en 2020, donc on a eu une V5 au mois d'octobre du référentiel qui a fait évoluer aussi le guide et les non-conformités liées au référentiel Calliope. Donc, de dire que, je fais ma prépa à l'instant T et j'aurai pas de non-conformité, attention, il faut surtout bien vérifier que effectivement cette prépa elle est conforme au référentiel et au guide. Et le jour de l'audit, voilà, vous devez, s'il y a une évolution, vous devez répondre à cette nouvelle évolution. Est-ce que, Karine, tu as des exemples concrets de non-conformité que tu as pu voir au travers des accompagnements? Oui, très concrètement, justement sur l'indicateur 26, sur le champ du handicap, le référentiel a évolué donc au mois d'octobre 2020 et donc effectivement la partie handicap était encore plus transversale, voilà, et il y a eu des auditeurs qui trouvaient que les organismes de formation n'étaient pas suffisamment sensibilisés, voilà, n'avaient pas suffisamment un réseau actif, voilà, de référents sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, comme elle expliquait donc la dame des AGFIP, là moi je trouve c'est très bien comme le PowerPoint qu'elle a présenté. Vous avez des informations actualisées, vous pouvez vous sensibiliser et vous avez des personnes nommées sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour aller effectivement leur poser des questions, voir les aménagements possibles, etc. Donc c'est ça l'exigence. Donc, un exemple de non-conformité, c'était sur ce champ-là. Non-conformité aussi est donc majeure, c'est notamment sur le critère 5 du référentiel, sur le développement et la mise à jour des compétences, à la fois de l'équipe de l'organisme de formation et puis des personnes qui sont en charge de dispenser les formations. Et ça concerne aussi bien les salariés, de l'organisme de formation que si vous faites appel à des indépendants, dans quelle mesure vous prouvez que les compétences des indépendants auxquels vous faites appel sont toujours à jour. Ça fait un lien avec ce qu'évoquait Cyril sur le fait qu'effectivement, un indépendant, il n'a pas l'obligation d'être certifié Calliope s'il est en sous-traitance. Par contre, son obligation, c'est de respecter la chaîne qualité. Et un organisme de formation certifié Calliope qui fait appel à des indépendants va demander à l'indépendant, apporte-moi la preuve que tes compétences sont à jour, déjà CV à jour, quelles sont tes qualifications et quelle formation tu as suivie, ou si tu ne suis pas des formations, comment tu mets à jour tes compétences. Donc, toute la chaîne, tout le monde est concerné, à vrai dire. Voilà. Donc, pas d'obligation pour les indépendants qui sont en sous-traitance d'être certifiés Calliope. Par contre, obligation de respecter le référentiel. Après, sur ce point-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je pense que la conférence leur a souligné, c'est que Calliope va devenir une norme de marché, à vrai dire, sur le marché de la formation professionnelle. Et là, vous l'avez compris, il y a effectivement, là, pour l'instant, Calliope imposé dès que vous êtes sur un marché où il y a un intermédiaire financier. Mais Cyril l'a évoqué, c'est-à-dire les entreprises s'intéressent à ça, celles qui sont sur le marché libre. Et on l'a vu avec Datadoc. Les entreprises, spontanément demandaient, notamment les grands comptes, les acheteurs des grands comptes, est-ce que vous êtes datadocké? Donc, ce qui arrive là maintenant, c'est que ce n'est pas une obligation pour eux, de sélectionner un prestataire qui aurait Calliope, mais par contre, on voit les acheteurs des entreprises qui posent la question parce qu'ils sont au courant, ils regardent, à vrai dire, et ça leur permet. C'est un critère de sélection, à vrai dire, Calliope. Et ça va devenir un critère de sélection aussi sur le marché libre. Par rapport aux éléments de preuve à fournir, peut-être juste refaire un point, et peut-être notamment avec Monsieur Bruno, finalement,
on décrit pas une façon vraiment fermée de répondre. Il faut vraiment repartir de vos documents, de votre organisation, qui est du coup à améliorer, mais repartez déjà de votre organisation. En fait, il n'y a pas un processus prédéfini. Par rapport à la fourniture d'éléments de preuve, une personne posait la question par rapport à la veille, est-ce qu'il faut fournir des contrats? Écoutez, si vous avez des contrats, pourquoi pas, mais en fait, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? D'ailleurs, c'est la différence qu'il y a entre Calliope, entre Datadog et Calliope. Datadog, c'était comme on dit, je donnais une information, je dis que je fais comme ça. Voilà, c'est cohérent, ça marche. Calliope, c'est pas ça. Calliope, c'est que vous le dites, c'est une chose et on s'en fout. Vous me dites, égal, mettez-moi en face les preuves que vous avez fait. Alors, on va prendre la veille. Moi, j'ai pas de contrat de veille. J'ai mis en place un Scoopit. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un agrégateur d'informations. C'est comme un mini site internet gratuit qui permet de mettre des articles, des choses que j'ai lues et que j'abonde en dessous à disposition de mes formateurs. Donc, il y a un lien sur mon site. Une obligation d'y aller au moins une à deux fois par mois pour lire les éléments de veille que j'ai mis en place, à la fois sur le métier formation et à la fois sur les sujets sur lesquels, oui, merci, c'est ça. Et à la fois sur le métier aussi pour lequel on forme, entre autres le commercial et l'immobilier. Donc voilà, donc je lui ai montré, voilà, c'est une preuve. Voilà, il n'y a pas débat, c'est que ça se vit. Ensuite, il n'y a pas de formalisme, on est bien d'accord. Le programme de formation qu'on soumet à nos stagiaires, à nos financeurs, à nos entreprises, c'est celui que j'ai créé. Dedans, il doit y avoir les informations obligatoires repris dans le livret référentiel Calliope et dans la loi. Mais après, les couleurs, la façon, à quel moment vous le mettez dans la page, etc., il n'y a pas de formalisme. C'est là où aussi chacun garde aussi son autonomie, sa façon de faire, etc. Donc, on adapte ces outils. J'ai beaucoup adapté, par exemple, mes devis en ligne, par exemple, sur les formations complètement à distance. Là, les devis, j'ai dû les retravailler parce que c'était pas au point, il manquait plein d'éléments. Par contre, mes devis en présentiel, etc., j'ai pas changé grand-chose, quoi. Pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire il faut, l'audit, c'est on raconte comment ça se passe. Donc, c'est la vraie vie d'un organisme de formation, voilà. Donc, il y a une partie déclaratif. Et en face de ce déclaratif, c'est ce qu'évoquait Cyril, vous apportez la preuve de vous que vraiment vous le faites, à vrai dire. Hein. Donc, ce n'est pas la peine non plus, je crois qu'il y avait une question aussi, Anne-Laure, là-dessus, sur les preuves, sur la quantité de preuves. Ce n'est pas la peine d'avoir une batterie de preuves, sur chaque indicateur. Et soyez plus sur la pertinence des preuves par rapport à le déclaratif que vous allez faire. Comment je communique? Posez-vous la question, effectivement, quelles vont être les preuves les plus pertinentes à montrer à l'auditeur pour démontrer comment vous communiquez et comment vous répondez au référentiel. Donc, moi, je parle plutôt de bouquet de preuves. Vaut mieux avoir 5 preuves, 4-5 preuves pertinentes plutôt que d'en avoir 20 où l'auditeur il va se noyer dans toutes les preuves, etc. Vous allez passer un temps fou parce qu'une journée ça passe vite, une journée d'audit. Hein, quand on est passionné puis on raconte comment on travaille. Donc voilà, soyez vraiment sur la pertinence de vos preuves. La preuve, voilà, si c'est une preuve complète, par exemple, je pense à l'indicateur 1 avec tous les items. Hein, les items avec les objectifs, les prérequis, les tarifs, vous pouvez avoir un seul élément de preuve, c'est-à-dire, voilà, c'est votre programme de formation qui a bien tous les items, de Calliope, de l'indicateur 1, et voilà. Donc, soyez vraiment sur la pertinence de vos preuves. J'ai juste une dernière question parce qu'on dépasse déjà de 5 minutes l'horaire prévu. Une question sur la durée de l'audit initial. Oui. Alors, je peux peut-être y répondre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Hein. Donc, on pourra peut-être mettre dans les ressources, Anne-Laure, l'arrêté.
Il y a un arrêté qui a été publié, et donc c'est un petit tableau synthétique qui calibre en fonction de la tranche des chiffres d'affaires, moins de 150 000, entre 150 000, 750 000 et au-delà de 750 000, la durée d'audit avec qui augmente en fonction de vos prestations. Voilà, si vous avez plusieurs prestations, et en fonction aussi du nombre de sites. On l'a évoqué. Donc ça, on pourra peut-être le mettre en fin de PowerPoint, là, Anne-Laure, comme ça, vous aurez le tableau, et puis vous pourrez identifier votre durée d'audit en fonction de votre spécificité. Du coup, je vais basculer. Il y a des gens qui nous demandent des éléments sur le calendrier. Le calendrier, écoutez, il y a le 1er janvier 2022 qui est une date butoir, vous l'aurez compris. Si vous avez des non-conformités, on a dit max au mois de septembre, justement. Voilà, ça c'est bien. Merci voilà. pour cette slide qui récapitule tout. En fait, vous avez vraiment tous les éléments là-dedans. Donc, on vous transmettra ça dans les documents qu'on vous partagera à la suite. Je voulais déjà tout d'abord remercier nos intervenants aujourd'hui pour le temps qu'ils ont consacré à cette préparation. J'espère que ça aura vraiment répondu à toutes vos demandes, en tout cas au niveau des OF. Merci beaucoup. On avait aujourd'hui 240 inscriptions. On était en moyenne à peu près 150 au plus fort. Donc voilà, c'est vraiment des grosses attentes. Et puis voilà, j'espère vraiment que les différentes interventions qu'on vous a proposées, elles vous permettront d'avoir des éléments concrets avec lesquels vous pourrez commencer de manière sereine votre certification si finalement c'est votre choix d'y aller. Nous l'avons vu aujourd'hui, il est fort probable que Calliope devienne aussi un nouveau standard, un standard à acquérir mais aussi à faire vivre. C'est vraiment un processus qualité, mais avant tout à acquérir, et c'est cette urgence dont nous voulions vous alerter aujourd'hui en organisant cette conférence. Voilà, pour la suite des webinaires, pour vous donner un petit peu d'infos sur ce qui va se passer après, au niveau du GIP Alpha Centre Val-de-Loire, on organise dans le cadre du pacte ces conférences, et il y avait donc une suite, comme évoqué par Gérard Nicot en introduction, et la 3e conférence dédiée aux organismes de formation en lien en tout cas avec les formations ouvertes et à distance. Ça va être un 3e webinaire qui sera sur la digitalisation de l'offre de formation, par où commencer. Et on aura comme experte et animatrice Mathilde Distin. Et voilà, donc on vous enverra toutes les informations par rapport à cette prochaine conférence par mail. Si vous êtes inscrit aujourd'hui et que vous avez noté vouloir recevoir les informations, vous aurez tout par mail. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez aussi accéder à toutes les informations sur les conférences que nous mettons à jour régulièrement sur le site étoile. Normalement, vous aurez un petit lien qui va s'afficher dans le chat. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.